Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons parler du Pakistan, un pays qui fait peur, un pays dont l'image n'est pas toujours positive parce que le Pakistan a l'arme nucléaire, parce que on pense au conflit avec l'Inde et notamment dans la région du Cachemire, parce qu'il y a cette question du blasphème qui est relancée actuellement avec Asia Bibi et sa condamnation aux libérations. Et puis Pakistan également repère d'Oussama Ben Laden et base arrière des terroristes d'Afghanistan. Beaucoup d'éléments donc attachés au Pakistan qui en font un pays mal connu, mais connu en tout cas pour des choses plutôt négatives. Alors nous allons essayer dans cette émission de présenter le Pakistan tel qu'il est réellement, et d'essayer de voir comment lui s'est construit, comment il se voit et comment sa population vit. Pour en parler, je reçois Gilles Boquera. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes également chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, ancien chercheur au Centre de sciences humaines de New Delhi et ancien résident à l'Institut d'études stratégiques d'Islamabad. Vous avez publié de nombreuses publications sur le Pakistan et récemment le Pakistan en 100 questions chez Talandier. Alors, nos auditeurs connaissent cette collection en 100 questions. Nous avons déjà consacré plusieurs émissions sur les ouvrages parus dans cette collection qui permet d'aborder l'histoire d'un pays de manière thématique, et donc ainsi on peut aller d'un chapitre à l'autre sans forcément avoir une lecture cursive, mais en tout cas en allant dans les éléments qui intéressent directement. Et dans ce Pakistan en 100 questions paru chez Talandier, Gilles Boquera, eh bien, vous présentez justement cette histoire et cette position qui est complexe. Commençons peut-être par l'histoire du Pakistan. On a en mémoire donc la partition de l'Empire indien, la séparation avec l'Inde, une partition qui s'est faite dans la douleur. Oui, tout à fait. Je voudrais peut-être faire un petit préambule avant de répondre à votre question. C'est savoir pourquoi il faut s'intéresser au Pakistan, pourquoi on ne peut pas ignorer ce pays. D'abord, c'est une puissance démographique de 115 millions d'habitants, ce qui en fait le 5e pays le plus peuplé au monde aujourd'hui. C'est une puissance nucléaire, comme vous l'avez signalé. C'est aussi un pays qui a un carrefour stratégique entre le Moyen-Orient, la Chine, l'Inde de l'autre côté, en Asie du Sud, l'océan Indien, l'Asie centrale. Donc c'est un pays qui a joué dans l'histoire récente, on se souviendra de la guerre d'Afghanistan, des guerres d'Afghanistan. Le Pakistan est un facteur stratégique très important. Pour revenir à la création du pays, effectivement, la partition s'est faite dans la douleur. 15 millions de personnes ont migré de part et d'autre de la frontière, à peu près autant de l'Inde vers le Pakistan que du Pakistan vers l'Inde. Donc ça a été un véritable carnage. Et pourquoi le Pakistan s'est créé ? C'est un débat qui est encore très actuel au Pakistan, c'est-à-dire quel est le fondement du Pakistan. Est-ce un pays qui, comme l'a conçu Jinnah à la création en 1947, est-ce un pays qui doit être un refuge pour les musulmans du sous-continent indien, de l'Inde britannique, sachant que, je vous le rappelle, c'est que l'Inde pré-britannique, l'Inde moghole, les Moghols étaient des musulmans, donc c'est un continent qui a été dirigé pendant longtemps par des musulmans, et la crainte des musulmans du sous-continent et de leurs dirigeants derrière la musulmane était que le Pakistan soit, au Pakistan non créé, que les musulmans, après le départ des Britanniques, tombent sous la coupe des hindous. Évidemment, on sait que l'Inde, dès sa création, dès la Constitution de 1950, est un pays laïque, donc il n'y a pas de vision communautaire de l'Inde, contrairement au Pakistan, qui est une république islamique depuis 1956. Donc il y a toujours ce débat au Pakistan, savoir est-ce que le Pakistan doit être un refuge pour les musulmans de l'Inde britannique, désireux de ne pas tomber supposément sous la coupe des hindous, ou est-ce un pays porte-étendard de l'islam qui a vocation à être un point d'appui du monde musulman dans le monde? Alors, vous évoquez l'islam, et ce que vous montrez également dans votre ouvrage, c'est que cet islam est multiple, et il y a différentes composantes de l'islam pakistanais, avec aussi un islam propre au Pakistan dans sa spiritualité.
Oui, alors évidemment, il y a différents courants de pensée au Pakistan. Le plus nombreux, on n'a pas de chiffres très très précis, mais c'est plus des deux tiers sont ce qu'on appelle les Barelvis, qui est un islam qui puise en partie dans le soufisme. Il y a les Deobandis. Donc les Deobandis, c'est un islam beaucoup plus rigoriste et conservateur. Et puis il y a c'est à peu près 5% de la population musulmane du pays, qui est Ahl Hadith, qui est un islam wahhabite en fait. Je rappelle que Barelvi et Deobandi, assez curieusement, c'est deux noms qui viennent de villes qui sont actuellement dans le nord de l'Inde. C'est Bareilly pour les Barelvi et Deoband pour les Deobandi. Donc effectivement, il y a un islam multiple au sein des sunnites, et à côté de ça, on a aussi une population chiite, qui est environ, encore une fois, on n'a pas de chiffre très précis, mais entre 15 et 20% de la population. Et puis aussi, il y a des Ismaélis, il y a des Hamidis, donc il y a différents courants de pensée musulmans à l'intérieur de cette république islamique. Et on a quelques minorités religieuses qui sont des résidus de la colonisation anglaise ou qui étaient présentes avant l'arrivée des Anglais? Ah oui, tout à fait. Donc le Pakistan aujourd'hui, c'est environ au moins 96 à 97% de musulmans, et puis il y a une toute petite composante d'autres religions. Il y a des chrétiens, il y a des hindous. Les hindous, évidemment, sont historiquement évidemment présents sur ces territoires qui étaient donc l'Inde antique, ancienne. Et puis les chrétiens, c'est un peu différent, parce qu'évidemment beaucoup ont été convertis au christianisme durant la période britannique, essentiellement d'ailleurs pour échapper au système des castes. C'est des anciens hindous qui espéraient, en se convertissant au christianisme, avoir un statut social plus glorieux que celui qui est réservé aux hors castes dans le système de caste hindou. Alors vous avez évoqué le Pakistan et son environnement géostratégique. Il y a la question avec l'Afghanistan. D'où viennent ces liens avec l'Afghanistan, le fait que le Pakistan était le refuge des talibans, et notamment d'Oussama Ben Laden? Oui, alors les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan sont assez compliquées. En fait, dès le début, je dirais, dès 1940, elles sont plutôt mauvaises, parce qu'il y a toujours cette revendication des Afghans sur ce qu'ils appellent le cran Pashtunistan. Faut savoir que depuis le XVIIIe siècle, c'est des dirigeants pashtuns qui ont été à la tête de la création même de l'Afghanistan et de sa survie. Et il y a cette impression, cette volonté de certains dirigeants pashtuns afghans de revendiquer une partie du Pashtunistan qui se trouve maintenant en territoire pakistanais. Donc, même si aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça, c'est qu'il y a quasiment deux fois plus de Pashtuns au Pakistan qu'en Afghanistan. Donc il y a toujours cette crainte au Pakistan lors de sa création, de cette crainte d'une revendication d'un Pashtunistan qui empiéterait sur le territoire pakistanais. Donc les relations sont assez mauvaises dès le départ, conflictuelles, et c'est une chose qui a perduré. Et finalement, l'arrivée des talibans au pouvoir en 1996, où ils commencent à s'emparer de Kaboul, fait qu'au Pakistan, on s'est dit, tiens, enfin, on aura quelqu'un au pouvoir à Kaboul qui n'aura pas forcément de revendications irrédentistes sur le Pashtunistan et les territoires pashtuns pakistanais, et éventuellement qui pourra reconnaître cette fameuse ligne Durand. Oui, j'ai oublié d'en parler. La ligne Durand, c'est la ligne fixée en 1893 par Mortimer Durand, qui est donc un officier supérieur britannique, et qui délimite la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, frontière qui n'est toujours pas reconnue par l'État afghan. Elle n'a même pas été non plus reconnue du temps des talibans, aux grandes dames des Pakistanais. Donc il y a ce contentieux frontalier qui fait qu'aussi pendant longtemps les Afghans ont plutôt eu des relations, je dirais pas cordiales, mais sans contentieux, et plutôt retournées vers l'Inde, ce qui évidemment fâche énormément les Pakistanais. Et c'est encore plus vrai depuis 2001, où on a au pouvoir à Kaboul, avec Hamid Karzai et Ashraf Ghani aujourd'hui, des dirigeants qui sont plus sensibles, notamment à l'aide économique apportée par l'Inde, et qui sont plus sensibles en relation avec New Delhi que celle avec Islamabad, qui est toujours perçue comme une puissance déstabilisatrice du gouvernement de Kaboul. Et c'est peut-être aussi une alliance de revers pour l'Afghanistan, de faire cette alliance avec l'Inde? Oui, effectivement, c'est une façon une alliance de revers, c'est un peu excessif comme terme à mon avis, mais entretenir des relations bonnes avec l'Inde
est une façon de canaliser la volonté telle qu'elle est perçue à Kaboul des Pakistanais de faire tomber le gouvernement actuel en poste dans la capitale afghane. Alors revenons sur le nom de Pakistan. Paki, ce sont les Purs, donc c'est le pays des Purs. Qui sont ces Purs exactement dont le nom évoque? Oui, c'est une appellation qui avait été donnée par un étudiant pakistanais qui faisait des études supérieures à Londres et qui d'ailleurs est décédé en Grande-Bretagne. C'est curieusement pour un Pakistanais qui a donné le nom au pays. Ça correspond PP, c'est pour Pendjab, le K c'est pour Cachemire, le Af c'est pour Afghania en fait, ce qui est aujourd'hui le Khyber Pakhtunkhwa. Stan, ça réfère à Baluchistan. Le Est de Pakistan, c'est pour le Sindh. Effectivement, c'était une invocation de l'État à créer, parce que cette appellation a été donnée, je crois, si je me souviens sûrement en 1933 ou en 1934, avant même donc la création du Pakistan. Pays des Purs, c'est encore l'idée que le Pakistan est un pays encore pour abriter les musulmans de l'Inde britannique, sachant que néanmoins, il y a aujourd'hui presque autant de musulmans en Inde qu'au Pakistan même. Et encore une fois, il faut se souvenir qu'en 1947, le pays qui se crée, il y a une antenne orientale aussi, le Pakistan oriental, qui deviendra en 1971 le Bangladesh, et donc le Pakistan occidental. Donc c'est un État composite séparé parmi 600 km de territoire indien. Justement, revenons sur la séparation du Pakistan oriental et occidental, donc maintenant Pakistan et Bangladesh. Le Pakistan actuel, est-ce qu'il a des volontés d'intervenir dans la vie politique du Bangladesh? Est-ce qu'il considère ça comme une zone réservée, ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'éléments diplomatiques ou stratégiques entre les deux États? Entre le Pakistan et le Bangladesh, les relations sont franchement plutôt mauvaises, surtout avec Sheikh Hasina au pouvoir aujourd'hui à Dhaka. Sheikh Hasina est la fille du Sheikh Mujibur Rahman, le fondateur du Bangladesh, et notamment, il y a pas quelques années, elle a fait notamment condamner à mort des membres du Jamaat islamique qui étaient perçus en 1971 comme des gens qui étaient opposés à la création du Bangladesh et servaient les intérêts des Pakistanais. Donc c'est des relations très tendues. On se méfie surtout à Dhaka des liens qui pourraient exister entre des groupes islamistes pakistanais et des groupes islamistes bangladeshis, donc une collusion entre les deux, dirigée évidemment contre le gouvernement actuel de Sheikh Hasina. Donc globalement, on peut dire que ces relations lésé par le poids de l'histoire. Alors, le Pakistan a l'arme nucléaire, comme l'Inde d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils l'ont obtenue, cette arme nucléaire? Il y a eu une coopération avec des pays internationaux et ils ont leur propre ingénieur capable de la développer? Cette arme nucléaire, ça a été comme la fameuse formule avancée dans les années 60 par Zulfikar Ali Bhutto. On est prêt à manger de l'herbe s'il faut avoir l'arme nucléaire. Évidemment, ils ne se sentaient pas concernés au premier chef, par le fait de manger de l'herbe. Cette arme nucléaire, c'est fabriqué déjà parce qu'il y a le fameux E.Q. Khan, cet ingénieur pakistanais qui a était un des principaux instigateurs du développement du programme d'armes nucléaires pakistanais, qui a notamment officié aux Pays-Bas, fait des études supérieures en Allemagne. Donc il y a un acquis de connaissances au départ d'origine occidentale. Là-dessus, c'est greffé au fil du temps aussi une expertise chinoise qui fait que le Pakistan, qui a mis beaucoup d'argent dans le développement de ce programme nucléaire national, a pu acquérir l'arme nucléaire et effectivement effectuer ses premiers essais en 1998. Et aujourd'hui, dans l'armée pakistanaise, est-ce qu'il y a beaucoup de bombes nucléaires, d'ogives nucléaires, ou est-ce que ou pas? Le chiffre officieux qu'on voit circuler, c'est autour entre 130 et 150 ogives nucléaires que le Pakistan aurait. Donc c'est un programme qui continue à se développer. A priori, d'après les chiffres qu'on voit circuler, il y en aurait autant finalement en Inde qu'au Pakistan d'ogives nucléaires aujourd'hui.
Alors, parler du nucléaire, c'est parler également de l'armée pakistanaise qui a un rôle important dans la vie sociale et politique. Le Pakistan, il y a l'armée, il y a les services secrets, notamment l'ISI. On a l'impression que c'est l'armée qui contrôle vraiment le pays et pas le pouvoir civil. Qu'en est-il réellement ? Faut revenir à la création du pays en 1947. Encore une fois, c'est un pays qui s'est créé en opposition à l'Inde. Donc très rapidement, dès le début, en fait, il y a cette idée qu'il fallait se protéger de l'Inde. L'Inde ne se réconcilierait pas avec la création du Pakistan, chercherait à mettre main basse sur le Pakistan. Enfin, c'était un peu la vision développée par notamment l'armée qui défendait ses intérêts propres. Donc très rapidement, l'armée a acquis un rôle prépondérant. D'autant plus prépondérant que la scène politique locale a été assez délétère dès le début. Je rappelle que Mohammed Ali Jinnah, donc le père de la nation, comme on l'appelle au Pakistan, décède dès le 11 septembre 1948, donc un an finalement après la création du pays. Son successeur, Liaquat Ali Khan, qui était son bras droit, en fait, lui est assassiné en 1951. Donc très rapidement, des figures emblématiques. On n'a pas comme dans le cas de l'Inde où on avait un Nehru qui, même si Gandhi est assassiné en janvier 1948, mais Nehru, je rappelle, a été Premier ministre de 1947 à 1964 jusqu'à son décès. Donc il n'y a pas de figure emblématique, stabilisatrice du pays. Très rapidement, la Ligue musulmane, qui est le principal pays, principal parti dans le pays, il y a des conflits entre les notables du parti. Donc très rapidement, les élections sont toujours reportées à plus tard. La Constitution voit le jour qu'en 1956, c'est-à-dire 9 ans après la création du pays, il faut beaucoup de temps. Et très rapidement, l'armée s'impose, surtout qu'encore une fois, je rappelle que dès 1947-1948, on a un conflit avec l'Inde autour du Cachemire. Donc très rapidement, on a une armée qui prend de l'importance, d'ailleurs le premier chef militaire du pays, Ayub Khan, qui prend le pouvoir en 1958, était déjà ministère de la Défense dès 1954. Donc il y a une emprise militaire qui fait surface dans le pays et qui va perdurer jusqu'à nos jours, et même un poids, une influence grandissante de l'armée sur la vie politique du pays, qui est encore d'actualité évidemment aujourd'hui. Alors il y a également les services secrets, notamment à l'ISI qui a été fondé par les Britanniques d'ailleurs, pas par le mouvement pakistanais. Oui, tout à fait. Enfin bon, c'est logique que chaque pays cherche à créer son propre service de renseignement dès sa création. C'est pareil en Inde. Évidemment, forcément, c'est les Britanniques qui en sont à l'origine. L'ISI, qui est au début plutôt tourné vers la recherche d'enseignement extérieur, et qui a acquis une dimension politique au fil du temps, et notamment sous Zulfikar Ali Bhutto, qui dans les années 70 crée une branche politique à l'ISI. Et l'ISI va de plus en plus influer et manipuler, chercher à manipuler, notamment aux élections de 1991, elle cherchait à manipuler le résultat des élections et à avoir un poids politique très important. Et même on peut estimer qu'en 2018, c'est des élections législatives de juillet 2018, on a souvent évoqué le poids que l'ISI avait pu avoir dans la victoire d'Imran Khan. Alors, il y a également quelques grandes familles. Alors, la plus connue en France, c'est la famille Bhutto, qui est très présente dans la vie du Pakistan. Cette famille, d'où vient-elle ? Comment est-ce qu'elle s'est constituée pour avoir ce poids politique aussi important ? La famille s'est créée autour de la figure de Zulfikar Ali Bhutto. Son père était déjà un premier ministre d'un petit état princier de l'Inde avant la création du Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto est devenu ministre très jeune. Il avait, si je me souviens plus, 31 ou 32 ans, lorsqu'il a été première fois premier ministre dans un gouvernement, d'ailleurs le gouvernement de Ayub Khan, donc sous une gouvernance militaire. La force génie d'une certaine façon de Zulfikar Ali Bhutto, c'est d'emboîter le pas à la constitution, à la contestation estudiantine qui s'est développée vers la fin des années 60, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, de profiter de la lassitude qui se faisait jour à l'égard d'un gouvernement militaire qui a été institué en 1958, et donc de profiter de cet élan vers le changement, profiter d'une volonté de changement, pour créer en 1966 le Pakistan People's Party, le parti du peuple pakistanais,
qui profitera aussi de la lourde défaite militaire et capitulation de l'armée pakistanaise face à l'Inde et qui mène à la création du Bangladesh en 1971, et de en profiter. Donc, assez curieusement, donc, les élections législatives de 1970 sont gagnées pas par le parti de Bhutto, mais par la Ligue Awami, qui est le parti majoritairement en termes de sièges au Parlement, et qui va donc être le premier parti du Bangladesh. Donc, ce qui amène aussi la scission entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Et comme le parti du peuple pakistanais est le premier parti électoralement, en 70, encore une fois, c'est les premières élections libres, il faut attendre 1970, donc 23 ans après la création du pays, pour avoir des premières élections vraiment démocratiques. Et donc, Zulfikar Ali Bhutto arrive au pouvoir, d'abord en tant qu'administrateur en chef de la loi martiale, en tant que président, parce qu'on est encore sous le régime présidentiel, et à partir de la Constitution de 1973, qui rétablit un régime parlementaire, en tant que Premier ministre. Donc c'est une figure, en plus son destin tragique, évidemment, coup d'État en 1977, Zia-ul Haq arrive au pouvoir, et Zulfikar Ali Bhutto est arrêté et pendu en avril 1979. Sa fille reprendra le flambeau, là encore, pour contester cette emprise militaire et la dictature militaire de Zia-ul Haq, et arrive au pouvoir en 1988. Elle est renversée en 1991, elle revient au pouvoir en 1993, battue aux élections de 1996 par Nawaz Sharif, exilée, et elle revient en 2007, fin 2007, lors d'élections dont on peut prévoir qu'elle va les emporter. Elle est assassinée en décembre 2007. Donc effectivement, il y a aussi donc cette image du destin tragique de la famille Bhutto. Son mari Zulfikar Ali Bhutto, Zardari, devient président en 2008. Donc la famille Bhutto fait partie de ces grandes familles du sous-continent, comme on a le pendant indien, avec la famille Nehru-Gandhi, donc Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi assassiné, les destins tragiques de grandes familles, de grandes dynasties politiques du pays. On a aussi le même cas chez Nawaz Sharif, son frère Shahbaz Sharif a été ministre en chef du principal État, la principale province pakistanaise, le Punjab. Donc on a une similarité de destin des deux côtés de la frontière entre des grandes familles. Et on parle de grandes familles, Bhutto, Sharif, Nehru, Gandhi côté indien, mais à l'échelon local, régional, on retrouve des grandes familles où la vocation politique se transmet de façon quasi héréditaire. Et ce qui frappe également, c'est la violence. Vous avez évoqué les nombreux assassinats. La vie politique n'est pas apaisée, c'est moins qu'on puisse dire. Le système démocratique n'est pas non plus complètement libre dans la manière de s'exercer. Oui, il y a ce grève sur cette question de parcours politique pour le moins chaotique. Encore une fois, presque la moitié de la vie politique du pays a été sous la coupe de dirigeants militaires. Encore une fois, il y a eu Ayub Khan, il y a eu Yahya Khan pour à peine 2 ans. Après, il y a eu les 11 années de 77 à 88 de Zia-ul Haq, et après, il y a eu Musharraf en 99 qui est resté au pouvoir jusqu'en 2008. Donc, il y a de très très longs intermèdes de direction militaire. Là-dessus, il y a une vie politique rythmée aussi par les attentats commis par des groupes cherchant à déstabiliser le pays. Donc, sur la période la plus récente, effectivement, il y a le Tehrik-e-Taliban Pakistan, qui a été à l'origine d'attentats. Plus récemment, l'État islamique aussi a commis quelques attentats sur le sol pakistanais. Donc, c'est effectivement une vie politique rythmée par des recours souvent à la violence pour faire entendre sa voix, oui. Alors vous avez évoqué les attentats, Gilles Boukhera. Il y a là aussi la figure d'Oussama Ben Laden qui est longtemps resté caché dans les montagnes du Pakistan. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui c'est une collusion entre le gouvernement de l'époque et Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, ou si c'est caché malgré le gouvernement? Encore une fois, Osama Ben Laden donc, a été capturé et tué aussitôt par les forces spéciales américaines en mai 2011.
Alors soit il y a deux hypothèses, soit des personnes étaient au courant que Ben Laden était à Abbottabad. Donc encore une fois, je rappelle que Abbottabad est situé à quelques kilomètres de la principale académie militaire pakistanaise de Kakul. Donc effectivement, on peut s'interroger sur le fait que comment Ben Laden a pu apparemment, à partir de 2005-2006 jusqu'en 2011, donc environ 5 années, s'abriter sur le sol pakistanais, très près de la principale académie militaire pakistanaise, sans que ça soit relevé par les services de renseignement pakistanais qui savent par ailleurs être très efficaces. Donc soit des gens savaient et ne disaient rien, et donc il y avait collusion, soit, dans notre cas, c'est que on ne savait pas, et dans ce cas-là, on peut se poser des questions sur l'efficacité d'un service de renseignement qui a pourtant l'image d'être assez coûteux et d'être très efficace par ailleurs. On ne cherchait pas à savoir, peut-être. Ou on ne cherchait pas à savoir, on fermait les yeux. Et est-ce qu'il y a des liens entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite Oui, il y a des liens. Bon, il y a deux, entre guillemets, vaches sacrées au Pakistan. Ces deux pays, c'est l'Arabie Saoudite et la Chine, sur lesquels on peut surtout difficilement émettre des critiques. La Chine, je pense qu'on y reviendra. L'Arabie Saoudite, c'est tout de même le pays qui abrite les lieux saints de l'islam. Encore une fois, le Pakistan, si on fait un retour historique, est le principal État qui s'est créé sur une base confessionnelle dans la période contemporaine. L'autre État auquel on peut faire référence, c'est Israël. Donc il y a cette dimension d'État musulman, certains diront islamique, c'est toujours le débat actuel, et qui donc se doit en entretenir d'excellents liens avec le pays qui abrite les lieux saints de l'islam. D'ailleurs, on note qu'il est toujours très bien vu au sein de la classe pakistanaise, classe politique pakistanaise, de surtout médiatiser les différents pèlerinages, l'Umrah, faits à la Mecque, et surtout de s'assurer que c'est bien répercuté dans la presse pakistanaise. Aussi, il faut aussi voir que lorsque Zia-ul-Haq est arrivé au pouvoir en 1977, 2 ans plus tard, il y a l'invasion soviétique de l'Afghanistan, et financièrement, l'Arabie Saoudite alimentera la lutte contre l'invasion soviétique en Afghanistan et sera efficace financièrement pour financer des groupes djihadistes menant la lutte contre l'envahisseur soviétique en Afghanistan. Donc l'Arabie Saoudite, pour revenir à votre question, a toujours eu un rôle très important au Pakistan. Alors on va parler de la Chine, peut-être avant l'Iran, qui est l'autre pays important musulman de la région. Là, est-ce qu'il y a des liens diplomatiques ou amicaux entre le Pakistan et l'Iran ? Oui, encore une fois, là, on revient aussi au fait qu'il y a une composante chiite substantielle au Pakistan, qu'on chiffre entre 15 et 20 millions 15 et 20% de la population, pardon, notamment très présente dans l'élite du pays. Stratégiquement, il y avait des liens forts dans le sens où le Pakistan et l'Iran faisaient partie des alliances stratégiques occidentales, notamment au sein du CENTO, au sein de ce qu'on appelait l'Organisation de développement économique régional, qui a été dissoute à l'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran. Il y avait des visites fréquentes d'ailleurs entre dirigeants pakistanais et iraniens. Ça s'est un peu tassé après l'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran. Et alors qu'en parallèle, justement, c'est ce que j'évoquais, il y a une montée en puissance de l'influence saoudienne au Pakistan. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y a eu une lutte d'influence par groupes locaux, extrémistes locaux, chiites et sunnites, sur le territoire pakistanais. Si on fait un état des lieux aujourd'hui, les relations sont forcément beaucoup plus développées avec l'Arabie Saoudite, qui est perçue notamment comme un soutien financier au Pakistan, qu'avec l'Iran, malgré le fait qu'encore une fois, il y a entre l'Iran et le Pakistan une frontière commune,
une frontière entre guillemets chaude, parce qu'effectivement c'est une frontière qui sépare le Sistan-Baloutchistan iranien du Baloutchistan pakistanais. Baloutchistan pakistanais qui est une région un peu instable. Donc il y a, en termes d'échanges économiques, malgré ces frontières communes, les échanges économiques sont pas du tout significatifs, assez insignifiants même. Encore une fois, les accusations réciproques, les Iraniens accusent les Pakistanais d'être trop laxistes sur le contrôle de la frontière commune et que des groupes baloutches sunnites prennent refuge du côté pakistanais de la frontière. Il y a eu encore récemment des gardes iraniens tués. Donc il y a des accusations réciproques des Iraniens vers les Pakistanais de ne pas bien contrôler la frontière. Et surtout, les Iraniens reprochent aux Pakistanais d'être beaucoup trop proches des Saoudiens. Donc c'est une relation difficile. Et il y a le fameux aussi dernier mot sur ce projet de gazoduc, ce qu'on a appelé à l'époque l'IPI, Iran, Pakistan, Inde, qui est dans les pipelines depuis un certain temps et qui n'aboutit pas. Maintenant, les Iraniens se sont plus ou moins retirés de ce projet. On veut faire un gazoduc Iran-Pakistan, mais ça revient continuellement sur le devant de l'actualité et il n'y a pas un début, il y a un petit commencement côté iranien, mais c'est encore très loin d'être réalisé et d'être réellement réalisé côté pakistanais. Alors, c'est un truc dont on parle depuis 30 ans maintenant. Alors, terminons notre tour des relations du Pakistan avec ses voisins, la Chine, là aussi, évidemment, pays important. Ils ont au moins un élément en commun, c'est une méfiance à l'égard de l'Inde. Donc, ils peuvent se rapprocher autour de cet ennemi commun. Oui, alors tout à fait. Là, encore une fois, c'est la question de faire un petit rappel historique. Le Pakistan développe des relations diplomatiques dès le début des années 50 avec la Chine. Alors, ce qui peut un peu surprendre idéologiquement, parce que qu'est-ce qui pouvait rapprocher d'une république, encore une fois, islamique à partir de 56, de l'Inde maoïste? Rien, si ce n'est cette opposition commune ou volonté côté chinois de réduire l'influence que pouvait avoir l'Inde auprès des pays du tiers-monde, l'Inde non alignée à l'époque. Donc il y avait presque une lutte par contre idéologique entre l'Inde et la Chine, entre l'Inde qui voulait propager le non-aliment, donc à l'égard de la politique des blocs, et la Chine qui était porte-flambeau d'un idéal révolutionnaire dans les pays du tiers-monde. Donc à côté de cette compétition entre l'Inde et la Chine dans les années 50 et 60, et donc il y aura notamment l'épisode de la guerre entre la Chine et l'Inde en 62, qui alourdira un peu plus le climat de relations entre New Delhi et Pékin. En parallèle, la Chine développe une relation stratégique avec le Pakistan. Donc, l'autre avantage que pouvait trouver Pékin à l'époque, c'est aussi d'avoir une porte d'accès au monde musulman à travers le Pakistan. Pour le Pakistan, c'était finalement essentiellement une relation qui, au début, vise à trouver un soutien diplomatique, militaire, stratégique dans le cadre de cette rivalité avec l'Inde. Est-ce que la Chine intervient dans le conflit du Cachemire ? La Chine intervient pas forcément directement lors du conflit de 65 qui a lieu autour de la question du Cachemire, justement. La Chine fera peser une menace d'intervention sur les frontières avec l'Inde, en fait, parce qu'il y a un contentieux frontalier entre l'Inde et la Chine, mais n'ira pas beaucoup plus loin. Et à partir des débuts des années 90, c'est intéressant, après la fin des guerres froides finalement, c'est que la Chine, sur la question du Cachemire, est plutôt sur la ligne c'est une question bilatérale qui doit être résolue au niveau bilatéral et se garde bien d'avoir un soutien diplomatique affirmé en faveur du Pakistan sur la question du Cachemire. Encore une fois, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le commerce entre l'Inde et la Chine, c'est environ 85 milliards de dollars annuellement. C'est 5 à 6 fois plus qu'entre les relations commerciales entre le Pakistan et la Chine. Bon, puis la Chine et l'Inde se retrouvent au sein des BRICS. Donc il y a une volonté chinoise aujourd'hui
de développer cette relation avec le Pakistan, je pense qu'on va y revenir en détail, mais aussi de ne pas se mettre du tout à dos l'Inde, qui en tant qu'acteur économique vu de Pékin, est beaucoup plus important que le Pakistan. Et justement, entre l'Inde et le Pakistan, est-ce que pourrait y avoir un accord de paix sur la question du Cachemire, ou des relations aussi qui soient davantage réchauffées et pacifiées entre les deux pays ? Peu probable, parce que c'est presque une question organique pour le Pakistan. Hein. Le Pakistan, une fois, c'est pour ça qu'il y a eu un premier conflit dès 1947-48. Bon, je rappelle rapidement les tenants de ce premier conflit. Le Maharaja du Jammu et Cachemire, Hari Singh, lorsqu'on demande aux États princiers, aux 565 États princiers, de se décider en fonction d'un rattachement, soit du rattachement au Pakistan, soit rattachement à l'Inde en 1947, opte plutôt pour l'indépendance. Mais très rapidement, il doit faire face à une invasion de forces tribales soutenues par des forces paramilitaires pakistanaises dès l'automne 1947. Et cet État du Jammu et Cachemire, le royaume princier du Jammu et Cachemire, face à cette invasion, va signer un traité d'adhésion à l'Inde et permet l'intervention fin octobre 1947 de troupes indiennes qui stoppent l'avancée de ces forces venues du Pakistan. Donc finalement, on se retrouve une situation sur le terrain depuis cette période, depuis le cessez-le-feu du 1er janvier 1949. On a environ, par rapport à cet état de ce royaume princier du Jammu et Cachemire, aujourd'hui il y a l'Azad Cachemire pakistanais, administré par les Pakistanais, qui fait un tiers de l'ancien territoire du royaume Jammu et Cachemire, et les 2 tiers sont aujourd'hui contrôlés et administrés par les Indiens, ce qui est l'État indien du Jammu et Cachemire. Donc sur le terrain, on en reste à la suite des conflits de 65 et 71, on a quelques variations mineures sur cette frontière, sur le terrain, sur le tracé de la frontière. Mais cette situation est bloquée par ailleurs, parce que pour les Pakistanais, cette question du Cachemire n'est pas réglée. Ils en appellent toujours aux résolutions passées par les Nations Unies dans les années 50 et au début des années 60, qui voudraient qu'il y ait un référendum et qu'on demande à la population du Jammu et Cachemire de se prononcer en fonction d'un rattachement soit à l'Inde, soit au Pakistan, d'ailleurs sans évoquer la question de l'indépendance de cette région. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de nouveauté que pakistanais. On veut l'application de la résolution des Nations Unies. On défend cette idée sur la scène internationale en critiquant par ailleurs les violations de façon régulière, critiquer les violations des droits de l'homme au Cachemire indien commises par les forces armées indiennes. Donc ça devient souvent un enjeu diplomatique. Et si on regarde les choses du côté indien, la question est claire. Le Jammu et Cachemire, l'état actuel du Jammu et Cachemire est indien, il n'a pas vocation à remettre en cause cet état jugé de fait, voire de droit. Et même symboliquement, on continue à revendiquer l'Azad Cachemire, littéralement l'Azad libre, le Cachemire libre, pardon, qui est contrôlé par les Pakistanais. Et ça s'est encore vu au niveau international récemment, lorsque l'Inde a dénoncé que des techniciens et ingénieurs chinois mènent des projets dans cet Azad Cachemire pakistanais, en disant que l'Azad Cachemire est indien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la carte officielle indienne. Eh bien, merci beaucoup Gilles Boqueira d'avoir évoqué avec nous l'histoire et la géopolitique du Pakistan. Je rappelle votre ouvrage « Le Pakistan en 100 questions », paru aux éditions Talendier. Il y a beaucoup d'autres sujets que nous n'avons pas pu évoquer faute de temps, et notamment des chapitres très intéressants dans votre ouvrage sur la société pakistanaise, sur le cinéma, sur le sport. On découvre notamment une passion pour le squash, où ils ont été plusieurs fois champions du monde de squash, et puis également champions olympiques de hockey sur gazon. Donc ça permet aussi de montrer la diversité du Pakistan et la vie de ces populations. Donc je rappelle votre ouvrage « Le Pakistan en 100 questions », paru chez Talendier. Merci d'être venu donc pour notre émission, et nous nous retrouvons prochainement pour notre émission de géopolitique.